Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui on va parler de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, les grands favoris de ce Tour de France. Pour ça je suis avec Hugo, avec Noah. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude à notre vidéo. Dites-nous aussi dans les commentaires qui sera le favori selon vous ou qui va gagner le Tour de France. Et pour ça les gars, après la vidéo sur les équipes françaises, on commence avec UAE et l'équipe de Tadej Pogačar qui est vraiment bien représenté. Ah, c'est certain. Là, on a le vainqueur sortant, déjà, on peut le dire. Il a gagné de manière spectaculaire l'année dernière. Alors, il avait les concurrents étaient un peu diminués l'année dernière. Cette année, tout le monde est présent au top de sa forme. On espère que ça va durer tout le tour, que ça puisse se jouer à la régulière et à la préparation et à l'entraînement et pas sur des faits de malchance ou des faits de course. Tout d'abord, autour de lui, si on peut prendre l'équipe en général, c'est des hommes qu'il connaît bien, des hommes avec qui il s'entend bien. Ils sont tous partis en stage ensemble, qui sont tous très forts. Il a peut-être son capitaine de route, d'habitude c'est Adam Yates. Ici, je pense que ce sera Almeida. Almeida qui gagne le Tour de Suisse de manière aussi spectaculaire. Je pense que cette équipe, elle a envie à personne. Et surtout que on connaît les Polites, on connaît Tim Wellens, qui sont souvent les personnes qui sont peut-être le plus pour le plat, mais ils savent aussi très bien grimper. Narvaez aussi qui est là, Soler. Je sais pas si j'en ai encore oublié un. Adam Yates, quand même. Adam Yates, ouais. Là, ouais. Mais sinon, je pense que c'est des coureurs qui connaissent bien. Sivakov. Et Adam Yates n'y est pas justement. Ah oui. Adam Yates y est, pardon. Et c'est Sivakov qui est là pour compléter. Ouais. Non mais j'allais dire une équipe très forte comme la Visma, on en parlera après, comme les 5 derniers Tours de France que Pogačar et Vingegaard se sont partagés. UAE est toujours là où fait partie des 2 meilleures équipes, et là on a surtout un pôle montagne très très fort. Hugo, tu l'as dit, des coureurs qui se connaissent bien et qui ont surtout presque tous une préparation axée sur ce Tour de France. Je regardais avec leurs concurrents directs, la Visma, ils ont 3 mecs qui viennent du Giro et non des moindres. Van Aert, Simon Yates qui a gagné ce Giro, qui sera peut-être, on en parlera plus tard, je me répète, mais qui sera peut-être le lieutenant après Vingegaard, et Affini qui est au Giro, tandis que là, à part Adam Yates, ils ont tous fait presque la même préparation avec le Dauphiné, et aussi les équipiers qui sont là avec Pogačar, c'est des gars qui gagnent sur d'autres courses, donc qui battent même les futurs concurrents de Pogačar sur ce tour. Tu as parlé d'Almeida, mais on peut parler aussi de Wellens qui a gagné sa dernière course devant un Remco Evenepoel. Donc voilà, des coureurs très en forme, beaucoup de grimpeurs. Et sinon, oui, tu l'as dit, un Nils Politt qui lui est presque le seul homme qui est un peu moins bon en montagne que sur le plat, et encore. On sait bien qu'il passe de mieux en mieux les premiers cols, donc ça va faire très mal dans les bosses. Et je pense aussi que les derniers hommes, ce sera Almeida et peut-être même Wellens. Dernier homme, Almeida et Wellens. Adam Yates, je sais pas où il en est, mais comme on a vu Wellens très fort sur le Dauphiné, je pense que ce sera les 2 derniers hommes. Ouais, je sais pas s'il sera dans les derniers hommes, parce que dans la très haute montagne, je pense qu'il y a quand même une petite limitation. Mais en effet, j'ai vraiment aucun doute que Tadej Pogačar aura peut-être le dernier équipier encore avec les leaders, avec la présence de Joao Almeida. Petite point d'interrogation, sur le Giro, on a vu quand même l'équipe UAE qui a voulu jouer sur tous les tableaux. Attention, cette fois-ci, de ne pas vouloir tout gagner. On le sait que l'objectif c'est de gagner le tour avec Tadej Pogačar, mais attention de ne pas vouloir trop préserver Joao Almeida non plus. Je pense qu'il va devoir rouler. Attention aussi que la concurrence cette fois-ci, cette année, Jonas Vingegaard, l'air de rien, a l'air de monter en puissance. Il est peut-être un niveau en dessous sur ce Dauphiné libéré, mais attention que l'année passée il n'avait pas une préparation optimale. Cette année il l'a, et je me réjouis de voir ce duel. Pour revenir sur Tadej Pogačar, oui, vous savez, c'est un coureur qui gagne tout, c'est un champion du monde. Ce serait vraiment plaisant de voir un champion du monde gagner le Tour de France, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. Et alors, en plus de ça, il a tout gagné cette année. Tous les objectifs qu'il a eu, il a presque tout gagné. Et donc, du coup, ça me semble vraiment très très compliqué de pouvoir aller le rechercher. Et moi, c'est un coureur qui va avoir un rôle hyper important, c'est Narvaez. Parce que, on l'a dit dans la vidéo précédente, il y a beaucoup des arrivées punchy, et c'est peut-être un des coureurs,
c'est le seul coureur l'année passée qui a battu Pogacar sur une arrivée punchy sur le Giro d'Italie. Cette année, c'est peut-être le coureur qui va l'emmener le plus loin avec Tim Wellens et lui. Bah, c'est vraiment une super équipe de punchers. Alors, je pense que je te rejoins à 200% et j'allais y venir vraiment tout de suite après que tu y parlé. Narvaez, c'est vraiment peut-être le changement cette année. C'est un pion hyper important, comme tu l'as dit. Cette équipe en montagne est très très forte et le niveau, ils seront tous là quand il faut. Mais sur les étapes un peu plus accidentées, les étapes où il faut être placé, c'est un peu plus flandrien. On a Wellens, on a Polite, mais c'est des coureurs qui, je suis pas persuadé que quand il y aura peut-être un col ou qui seront encore là à chaque fois, ils peuvent avoir des jours encore. Je pense qu'ils peuvent encore avoir des jours sans. Tandis que Narvaez, lui, il grimpe quand même vachement bien. Il peut se faire mal pour passer une bosse pour pouvoir être encore là. Il est très rapide aussi, il est explosif, plus que les autres. Donc je pense que c'est lui qui va être peut-être la pièce maîtresse. Mais je reviens aussi sur l'effectif de cette équipe. Par rapport à l'année passée, il y a peut-être un peu moins de grimpeurs, de purs grimpeurs, je trouve. Il y a Ayuso en moins. Voilà, c'est ça. Et il est remplacé par Narvaez. Ouais. Oui, mais je trouve que l'orientation de cette équipe est quand même fort vers la montagne. Et je pense que dans les années précédentes, des fois, l'équipe UAE a eu un problème pour le contrôle de l'échappée. On l'a vu encore ici sur le Giro, on a laissé partir un Wout van Aert dans l'étape piège. Mais s'ils avaient pu contrôler l'échappée de Wout van Aert, peut-être que le Giro aurait basculé de manière différente. Bon, d'accord, pour l'instant, on a l'impression que Tadej Pogacar est vraiment au-dessus. Mais est-ce que Polite et Wellens pour contrôler une échappée, c'est suffisant? Je me pose la question. Soler, qui est toujours là. Soler aussi, mais alors du coup il n'aura pas ce rôle d'équipier en montagne, et donc c'est là où est-ce qu'il est le plus efficace qu'il faut se poser la question. Et en fait, et si ça vous dérange pas, on peut peut-être faire la comparaison directement, parce que tu en as déjà parlé avec l'équipe Visma Lease the Bike, et puis on fera la séparation par la suite, mais là c'est complètement l'opposé. On a Wout van Aert qui sait tout faire, on a Affini qui est quand même plutôt rouleur, on a Victor Kampenaerts qui est aussi plutôt orienté pour rouler. Et puis oui, on a des grimpeurs, mais un Tish Benoît est plutôt un coureur qui est aussi plutôt, je dirais, dans la même catégorie que Marc Soler. Allez, un peu passe-partout, un peu différent, ou allez, comme Tim Wellens, mais peut-être un peu meilleur grimpeur, un petit peu moins rouleur. Et puis on a ce bloc avec Jorgensen, Sepp Kuss, Simon Yates autour de Jonas Vingegaard. Oui, mais je trouve qu'en tant que capitaine de route, autour de Vingegaard, ils n'ont rien à envier à UAE, je trouve. Alors que, ok, certes, Almeida a l'air d'être très en forme. Il a prouvé l'année dernière qu'il pouvait faire un super grand tour. Mais lui, Vingegaard, il a Sepp Kuss, il a Simon Yates, qui sont deux coureurs qui sont purs grimpeurs aussi. Qui, quand il faudra faire 5500 mètres de dénivelé sur une étape, bah, eux, ils vont être avantagés par rapport à un Almeida. Il ne faut pas oublier aussi Jorgensen, l'importance qu'il a eu. La dernière fois, c'était quand même quand Visma était en supériorité. Si c'était pas Pogacar, c'est parce qu'il y avait Jorgensen qui était là. Et s'il est en forme, ça sera une importance. Et je veux aussi juste revenir sur Narvaez, parce qu'on va un peu passer à d'autres coureurs. Narvaez, pour moi, je suis pas 100% d'accord avec vous. Alors oui, il est très fort. Oui, il va être hyper important. Mais je pense que ça m'étonnerait, c'est vrai, de l'équipe, parce que ils vont tout axer sur Pogacar, mais s'il y en a un qui, une fois, il aura sa carte dans une finale qui peut le correspondre, je pense que ça peut-être être Narvaez. Alors oui, il sera au service de Pogacar, peut-être même beaucoup plus qu'à Wout van Aert par rapport à Vingegaard, alors que Van Aert le sera déjà beaucoup. Mais je pense que s'il y en a un qui peut une fois, parce qu'il n'y a pas trop de danger, c'est une arrivée un peu punchy qui peut lui convenir. Après, vous allez me dire, ça peut très bien aussi convenir à Pogacar aussi. Mais en fonction de la situation, pour moi, s'il y en a un qui peut avoir un jour sa carte sans que ce soit dangereux, ce sera lui. Ouais, je pense pas qu'il aura sa carte. Franchement, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Et aussi, pour moi, le rôle de Narvaez, il est très spécifique. Tant Nils Polite, Wellens, Soler, ils vont devoir avoir des rôles tout au long de la semaine. Pour moi, Narvaez, il va avoir un rôle, c'est de détonner l'accélération qui va faire que Vingegaard va avoir un problème à suivre Pogacar. Parce qu'on le sait, sur l'accélération pure, on pense, en tout cas tous, je pense, que Tadej Pogacar a une meilleure accélération, que Narvaez va pouvoir faire ce gros boost et que Pogacar peut continuer. Et c'est là qu'il n'y a pas ce coureur-là, je pense, chez Visma Lease the Bike. Par contre,
moi j'ai quand même beaucoup de points d'interrogation chez Visma Lease a Bike. Simon Yates après le Tour d'Italie, quand on a gagné un Tour d'Italie, comment est-ce qu'on récupère? Sepkus, je suis désolé, mais c'est quand même les montagnes russes maintenant depuis un petit temps. Moi je suis surpris de ne pas voir un coureur comme Ben Tulette, qui a été vraiment très impressionnant ces dernières semaines. Et puis, je reviens encore, mais pour moi, il y a juste un homme qui est une valeur sûre, c'est Jorgensen, tu en as parlé. Et Jorgensen, pour moi, et là c'est là qu'on va se jouer, il va devoir être meilleur qu'Almeida pour pouvoir gagner ce tour. Parce que pour gagner ce tour, il faudra que Vingegaard ait un équipier en permanence avec lui. Et le seul qui est apte, selon moi, c'est Matteo Jorgensen. Et c'est là qu'il y a un duel dans le duel. Parce que le podium, pour moi, il peut se jouer avec ces deux équipes-là. Simplement avec ces deux équipes-là. Et pour ça, il faudrait que Jorgensen soit aussi fort qu'Almeida, voire plus fort, pour pouvoir aider Jonas Vingegaard. Le seul avantage que l'équipe Visma a, je pense, c'est qu'on a un Tour de France très difficile, mais on n'a pas des étapes très dures qui arrivent tôt. Et dans les 10 premiers jours, avoir un pôle montagne un peu réduit, mais des gars, on les a cités, Affini, Kampenarts, Van Aert, des costauds. Alors certes, il y a des costauds, mais une bordure de Van Aert, Kampenarts, Affini, qui tire tous les trois devant, sans compter à Benoît qui dans ce genre d'effort habitué aux Flandriennes peut être très très important. Jorgensen, est un très bon rouleur, et Jorgensen qui a d'ailleurs remporté des Flandriennes. Je pense que c'est là qu'ils peuvent faire mal et c'est là justement qu'ils doivent, même si ça arrive tôt dans le tour, essayer de piéger UAE parce qu'ils ont l'effectif pour le faire, alors qu'attendre en montagne là où UAE est à son point d'orgue et au son le plus fort, ce qu'ils font presque chaque année. Je pense que pourquoi pas essayer, même sur une étape de plaine, ou de moyenne montagne, même vers le milieu de tour, pourquoi pas, c'est là qu'ils peuvent le faire avec ces coureurs-là. Autant, d'habitude, j'ai confiance en Vingegaard sur ses qualités de grimpeur, etc. Et on dit souvent que ça convient mieux à Vingegaard de grimper et d'être plutôt sur des longues ascensions, etc. Et que ça convient mieux à Pogacar les ascensions courtes. Mais je trouve que sur le Dauphiné qu'on a eu, on a vu un Vingegaard qui était plutôt capable de suivre une explosion d'un Pogacar. Le problème, c'est que c'était trop intense, trop longtemps, donc il pétait sur la durée, mais il arrivait à suivre ses accélérations. Il ne perdait pas à 10, 15, mais même sur des moments où c'était plutôt, allez, on va dire, plutôt pas plat, mais où c'était pas, plutôt raide. D'habitude, quand c'est très court et raide, il arrive il arrive du mal à suivre Pogacar. Ici, il arrivait à le suivre. Donc moi, je trouve que Vingegaard est plutôt, pour moi, je trouve rassurant depuis ce Dauphiné, etc. Mais pour Jorgensen, j'ai encore beaucoup de questions et j'arrive pas à me rassurer. Et quand je vous écoute, je trouve que chez Visma, on va devoir avoir la meilleure équipe possible pour tous les coureurs parce que ça risque d'être quand même fort court, je trouve, pour aller chercher cette équipe UAE. Autant, quand on voit les noms au niveau du palmarès et au top forme de leur carrière, ils n'ont rien envie à personne. Mais sur la forme actuelle, c'est quand même très compliqué de pouvoir être rassuré parce que, comme tu l'as dit, moi je trouve que c'est dommage que Ben Tulette n'y est pas. C'est un coureur qui est en forme. Peut-être qu'il n'a pas le nom d'un Sepkus ou d'un Affini, mais je trouvais sa forme qui était vraiment, vraiment adéquate que pour pouvoir exploser, montrer qu'il était capable d'aller autour. Et je trouve qu'on n'a pas assez fait confiance au facteur forme sur ce. Après, c'est difficile parce qu'ils ont eu un long stage, donc on ne sait pas comment ils réagissent aussi. Mais on est resté sur les plans de base qu'on a depuis 2-3 ans, on va dire. Si je vous écoute, une équipe fortement avantagée dans les étapes de moyenne montagne pleine et une équipe qui est plutôt fortement avantagée dans la très haute montagne, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, dans l'idée plus ou moins, même si UAE sera fort partout, mais oui. Ouais, je pense qu'ils seront forts dans les deux et de toute façon, ils ont. Par rapport aux autres équipes, ils vont quand même être au-dessus. Que même Visma, s'ils sont un homme en moins parce qu'il y a un mauvais jour sur une étape, ils auront quand même l'effectif pour. Et puis, on n'a pas assez parlé, je trouve, chez Visma encore, mais ils ont Wout van Aert qui, c'est difficile d'expliquer, mais c'est quand même un facteur c'est le facteur X qui peut faire espérer, qui peut faire changer la donne. Et je trouve que Vingegaard nous a montré que même quand il n'est pas au top de sa forme, il arrive à faire douter un Pogacar des fois.
En tout cas, à la TV, on a l'impression qu'il y a match des fois quand on les regarde, alors que l'année dernière, il n'y avait pas forcément match. Mais il a quand même l'orgueil d'aller chercher cette victoire d'étape l'année dernière. Il a l'orgueil d'être là et il est encore quand même le deuxième de ce Tour de France. Et je pense qu'ici, ça va se jouer d'office entre ces deux-là. Et il va pas donner son dernier mot, même s'il se fait battre pendant les 2 premières semaines. 2 questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'on aurait pu s'attendre à autre chose? Tu as déjà parlé de Ben Tulette et moi aussi. Est-ce que tu aurais mis une équipe Visma différente? Je me posais la question pour Walter, parce que c'est un coureur qui est aussi très complet, qui grimpe bien, qui a un gros moteur, mais c'est difficile de... Je pense que il n'est pas champion de sa nation ici. Il n'a pas montré énormément de choses ces derniers temps. Donc c'est peu compréhensible aussi de ne pas le mettre. Mais c'est sûr qu'on peut faire une sélection avec chez Visma. Il y a tellement de grands noms. L'année dernière, c'était Van Barle ou il y a 2 ans, qui avait fait un tour exceptionnel. On peut chaque année trouver des petites exceptions où il change parce qu'il y a un petit problème de santé ou quoi. Et l'homme marche tout aussi bien que celui qui était prévu de base. Donc ouais, je pense que ce qui va manquer ici chez Visma, bah, tu l'as dit, c'est un deuxième homme qui marche tout autant qu'Almeida. Je pense que moi j'ai du mal à croire que Jorgensen va pouvoir... Mais est-ce qu'ils ont ce coureur-là alors dans l'effectif? Bah non, mais c'est comme quand ils ont gagné le tour à chaque fois, c'est parce qu'ils avaient 2 hommes qui étaient plutôt... Avec Sepkus. Oui, Sepkus, et il y avait Roglic qui était... mais qui a abandonné. Oui, mais il a abandonné, mais il a joué un rôle crucial. Quand Pogacar perd du temps la première fois, c'est parce qu'il y a eu ce jeu d'équipe que l'on a eu et qu'on a vu, et même quand Roglic perd le maillot jaune la dernière étape, bah, cette équipe Visma semblait invincible. Donc je trouve qu'ici il manque ça. Ouais, puis pour la comparaison, quand ils avaient gagné, la dernière fois qu'ils ont gagné le Tour, ils ont gagné les 3 grands tours la même année. Là, ils ont déjà gagné le Giro. Donc c'est déjà, même psychologiquement, même si pour ces équipes-là, je pense que ça influence beaucoup moins, mais psychologiquement, c'est déjà un peu 1-0 pour la guerre des grands tours cette année pour la Visma. Et puis, ben, l'équipe fait en fonction de ses moyens. On parlait de l'année passée sur le Tour, des chutes, etc. Beaucoup de coureurs qui avaient beaucoup de malchance. Ben là, tu as parlé de Walter qui n'était peut-être pas en forme. On a eu Todd Brooks qui n'est pas là où on pourrait l'imaginer. On a eu des Kruijswijk et Kelderman qui soit ont fait le Giro, soit qui ne sont pas spécialement en forme à ce moment-ci. Donc l'équipe fait un petit peu avec ce qu'elle a. Et puis sinon, il y a des jeunes. Tu as parlé de Ben Tulette, de Bart Lehmann aussi qu'on pourrait avoir, mais qui ont déjà soit roulé encore une fois, soit le Giro, soit qui ne sont pas sélectionnés. Donc je pense que l'équipe pense aussi peut-être déjà à la Vuelta. Elle a déjà réussi sa première partie de saison. Et puis, elle a quand même une équipe magnifique. On est en train de la comparer à peut-être la plus belle équipe en montagne UAE qu'on a peut-être jamais eue. On enlève Polite, on met Ayuso, c'est impossible de faire mieux. Donc, la comparaison, certes, est un peu difficile si on garde la haute montagne parce que Visma n'a peut-être pas le coureur qu'on pourrait comparer à Almeida. Est-ce qu'il existe ce coureur-là? Voilà, ce serait Remco Evenepoel. Ouais. Bah ouais, on l'a vu, Lipovic qui était vraiment très fort aussi. Mais moi je vais revenir encore une dernière fois sur UAE. Je suis quand même j'ai vraiment cherché la petite bête pour chercher la petite bête, mais quelques petits points d'interrogation. Premièrement, c'est sur Adam Yates. J'ai trouvé que sur le Giro, il n'a pas été très très bon. Pas du tout même. Oui, voilà, donc vraiment je trouve qu'il a été décevant comme tu le dis. Et je trouve que... Après, pardon, mais décevant par rapport à ce qu'on attend d'Adam Yates. D'Adam Yates, c'est certain. Et puis décevant, pourquoi? Parce que pour moi, il pouvait avoir ce rôle de co-leader avec Ayuso, et qu'il n'y a pas eu, et que c'est Del Toro, évidemment, qui l'a eu. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça a été un peu décevant de sa part pour tout plein de raisons. Et j'ai aussi quand même... Almeida a fait un très beau Tour de France l'année dernière, mais il avait coché avec une grosse croix la Volta l'année dernière qui avait départ au Portugal, où il s'était dit c'est mon objectif peut-être de la saison, c'est le moment où je veux être le plus en forme possible et il faut que tout s'aligne. Ça s'est pas aligné. Il y a chaque fois une saison cycliste, ça peut pas être 100% toujours bon,
Mais ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités chez UAE que X ou Y coureur puisse ne pas être au top de sa forme. Maintenant, je pense que c'est plus calculé quand même. Ouais, après, deux choses. C'est que l'année passée, je pense que oui, peut-être la Vuelta c'était son objectif personnel, mais pour l'équipe c'était le Tour de France. Et donc, du coup, ils avaient calculé quand même le pic de forme pour le Tour de France. Et puis éventuellement le prolonger vers la Vuelta. Ce qui n'a pas fonctionné, mais au Tour de France l'année passée, il était extrêmement fort. Et puis aussi, il faut savoir que Joao Almeida, il a passé un niveau par rapport à l'année passée. Cette année, c'est un des premiers coureurs de l'histoire à gagner 3 tours majeurs d'une semaine. Le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour du Pays Basque, si je ne me trompe pas. Ça n'avait plus été fait depuis des années et le dernier à avoir fait, c'est Chris Froome. Donc, en 2012, si je ne me trompe pas. Et donc, Chris Froome ou Bradley Wiggins, peu importe, mais en anglais. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose d'autre. Et où on peut aussi avoir un peu d'interrogation, c'est qu'il a couru beaucoup. Parce que contrairement aux autres, il a commencé à Valence, où il a été battu par Butrago. Puis après, il a fait toutes ses courses d'une semaine, Paris-Nice et ainsi de suite. Et là, ça commence à faire quand même quelques jours de course. Donc et c'est là où moi, je suis pas à 100% d'accord avec toi. Parce que pour moi, tu dis qu'il a pris encore en niveau par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, il est monstrueux aussi sur le Tour de Suisse. Il est monstrueux sur sa préparation. Oui, mais battu par Adam Yates. Oui, bah oui, mais ça s'est joué en équipe, c'était spécial. Mais ce que je reviens à dire, c'est qu'ils ont écrasé ce Tour de Suisse. Ici, Vauquelin, bah, il a écrasé le Tour parce qu'il n'était pas dans la première étape avec ça, mais il n'est pas loin de perdre ce Tour non plus. Et en plus, bah, tu l'as dit, il a beaucoup couru. Et je suis pas à 200% sûr il fera 4ème comme il l'a fait l'année dernière. Alors, je pense qu'il a le niveau pour... Mais je suis pas à 100% sûr qu'il va avoir ce niveau qu'il a eu sur le Tour de France l'année dernière. Ouais, puis tu parlais des jours de course, je viens de regarder, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, il a 39 jours de course avant le Tour de France. L'année passée, il en avait 25 avant de démarrer le Tour de France. Et je pense que ça aura une grosse importance. Il y a une préparation différente. Tu l'as dit, il a gagné beaucoup de courses par étape, mais c'est presque le double alors qu'il marchait déjà très très bien. Donc qu'est-ce que ça va donner, positif ou négatif? En tout cas, il y a un changement de préparation. Quand il y a presque le double de jours de course comparé à l'année avant alors que ça marchait bien, je sais pas c'est quoi le but, mais... Ouais. Après, là où je suis rassuré, je dis une dernière chose sur Almeida, c'est que j'ai l'impression que dans sa carrière, Almeida, sa courbe, elle ne fait qu'augmenter. Et ça, c'est vrai que c'est rare un coureur qui est aussi... une courbe qui est aussi constante. Il a démarré chez Quick-Step, il a augmenté avec le maillot rose sur le Giro, puis il fait quelques grands tours, et on n'a jamais eu une année où on s'est dit, cette année, il n'a pas progressé, il n'a pas apporté quelque chose. Il a que 26 ans. Et ici, il est encore fort jeune, c'est vrai, comme tu le dis, mais après, à l'heure actuelle, dans le peloton, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont jeunes. Hein. Ouais, puis même... Donc, c'est pas une différence par rapport aux autres. Quoi. Ouais, puis même, tu dis, il a progressé sur le long terme. Et même si on prend des efforts en particulier, il était connu pour souvent être lâché au pied des cols et être de mieux en mieux plus le col avançait. Ben, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins ça. Il est toujours de mieux en mieux en fonction du col, mais il n'est pas spécialement mal au début. Je pense que depuis le début de saison, on l'a rarement vu être lâché comme on le voyait à l'époque, lâché complètement à la ramasse au pied du col et finalement revenir et finir en boulet de canon. Là, il finit toujours en boulet de canon, mais il est beaucoup mieux. En tout cas, il est au contact des autres pendant les montées. Quoi. Et ici, il n'aura pas le choix, parce que son rôle ne sera pas pour être lui le leader, il devra accompagner son leader, donc il sera obligé d'être dans le coup au pied du col, parce que son leader va pas attendre, parce que lui est pas bien au début du col. Donc je pense, pour revenir sur Almeida, j'ai quand même des points d'interrogation par rapport à l'année dernière, parce que je suis pas sûr qu'il fera mieux que l'année dernière, mais je suis quand même rassuré de son niveau. Ok, bah les gars, comme la vidéo précédente, je vais vite passer sur UAE, qui est le premier coureur au classement général, Pogacar. Quelle place? 1. 2. Pour moi aussi. Et donc, toi, tu dis que c'est Vingegaard qui gagne le Tour. Le tour. D'accord, on va y revenir. Dernière question pour UAE, alors, enfin pour moi en tout cas, ma dernière question. Combien d'UAE dans le top 10? 2. 3. Qui est le troisième? Narvaez. Narvaez. Raqueur. C'est vraiment Narvaez. Ok. Moi 2. C'est n'importe quoi ça. Non, je ne crois pas non plus ça. Mais par contre, ça va être difficile de mettre au troisième. Ça dépend du niveau d'Adam Yates, je pense. Sivakov. Bah, en fait, je pense que le rôle de Sivakov sera beaucoup trop tôt dans les ascensions. Je suis pas sûr qu'il ait
cette explosivité, comme on l'a dit pour Narvaez, mais je trouve qu'il a un rôle trop facilement où il se sacrifie en tant qu'équipier. Ouais, après, si Adam Yates est fort et il est au niveau, pour moi, pour être plus sérieux, il est quand même dans le top 10 théoriquement. Non, si on le prend intrinsèquement, intrinsèquement, oui, mais est-ce qu'il est... Même en faisant l'équipier, s'il est au niveau qu'on l'a vu l'année passée, ça me choquerait pas qu'il soit dans le top 10 avec Almeida et Pogacar, honnêtement. Bah non, c'est pas choquant. Ça, c'est certain, ce serait pas choquant. Mais je trouve que cette année, c'est peut-être l'année où j'y crois le moins. Ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'ils seront que deux dans le top 10 et avec une place sur le podium d'Almeida. Et donc, du coup, victoire d'étape combien? 4. Difficile à dire, je vais dire 5. Moi, je vais vous dire lesquels. 5 aussi, moi. Enfin, lesquels. J'en ai 2 en tête, en tout cas. Revanche Utakam et le chrono sur Péragoud. Le chrono Péragoud, ouais. Je ne saurais plus dire le nom, mais ouais, c'est ça. Pour moi, il va gagner aussi au Mur de Bretagne. Pareil. 3. Non, je pense moi, pas. je pense qu'il a au moins 5, minimum 5 victoires pour moi. Moi, je dirais chrono, Mur de Bretagne et 3 étapes de montagne. Bah voilà, 5 victoires. Ouais. Et donc, pour moi, il gagne le Tour de France aussi. Un maillot en plus. Le jaune. En plus, la poids, est-ce que vous pensez le maillot à poids ou pas? Parce que c'est quand même un maillot normalement qui... Non, il y a quand même beaucoup d'arrivées au sommet. Moi, je dis non. Non, je dis non. Pour la beauté de ce tour, j'ai envie de dire non. Moi aussi, c'est juste pour ça. Après, je pense qu'il l'aura, mais j'ai pas envie. Pareil. De tout mon cœur, je veux pas qu'il... Et donc on continue. Donc du coup, question. Je reviens vite sur ça. Je pense pas parce que je sais qu'il y a une équipe qui va tout faire pour avoir le maillot à poids et qui va jamais essayer de le lâcher. C'est Astana. S'ils ont dit que leur premier objectif c'était d'avoir les trois maillots des 3 grands tours, je pense que ils vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc ça va être compliqué de... Ok, on verra un peu que ça donne. Mais ouais. Du coup, chez Visma Leasebike, combien de victoires d'étape? 1. 3. 3. Il y a un coureur qui est très J'ai envie de dire fort. 3 et j'espère une pour Wout. Moi, je dis 2 Wout et une Vingegaard. Ok, une Vingegaard. Meilleure place, deuxième. Moi, premier, du coup. Ouais, premier. Deuxième. Ok. Et le meilleur coureur entre Almeida et Jorgensen? Almeida. Almeida, je pense quand même. Pareil, puisque je le mets troisième. Pas de maillot non plus? Je mets Almeida 3ème aussi. Okay. Non, pas de maillot du coup. Okay, si, moi le jaune, mais sinon. Ouais, ok. On passe à l'équipe suivante et peut-être un favori pour le classement général ou en tout cas au podium. C'est Remco Evenepoel. Alors au moment où on en parle, on sait quelques enseignements. Matteo Cataneo, on a Tim Merlier aussi dans la sélection, Bert van Leerberg, Valentin Paré-Peintre pour l'instant, Skakman aussi. Et puis on peut encore Casper Pedersen, Pascal Ekorn ou Ilan Van Wilder. Les dernières places se jouent sont chères. Donc voilà un peu les informations que l'on a pour l'instant. Quelle est la première sensation que vous avez de cette équipe qui vient avec un favori ou en tout cas un coureur qui est placé pour le général et un sprinter, peut-être le meilleur sprinter à l'heure actuelle? Je trouve qu'ils ont bien fait. Je trouverais ça scandaleux qu'ils ne prennent pas Tim Merlier sur ce genre de tour. Donc on peut critiquer autant qu'on veut que si Remco fait deuxième avec 10 secondes d'écart entre les deux, on pourra peut-être critiquer, mais je pense pas que ça arrivera. Ici, je pense qu'il y a quand même encore un gap de niveau entre les deux premiers et Remco. Et d'ailleurs, même Remco n'est pas sûr qu'il fera podium, parce que pour moi, il ne le fera pas. Mais je pense que Merlier, ça aurait été une erreur de ne pas le prendre, parce que pour moi, à l'heure actuelle, sur une course plate, où il n'y a pas trop de difficultés et que ça arrive sur un sprint massif, c'est le meilleur sprinter du monde. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que l'équipe... on n'a pas encore la compo officielle, mais en tout cas dans les noms qu'on a, ou dans les 9 noms qu'on a, l'équipe a l'air hyper bien équilibrée parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui peuvent servir pour les deux leaders. Je comprends un Casper Pedersen, je pense qu'il peut être très utile
pour un Remco, pour rouler, même au pied d'école, ou quand c'est pas trop dur et être très fort, et être très important dans le début d'un train pour Tim Merlier. Donc je pense que cette équipe, Remco aura plus de gars que Merlier, c'est sûr, parce que je pense que Paré Peintre, Cataneo, même Casper Pedersen qui va être dédié directement à lui, hein, je pense, s'il est là. Puis je pense après je pense qu'ils peuvent aider. Même Merlier. Van Lerberg, imagine, c'est un beau bodyguard. Hein, sur les moments où les 10 premiers jours, je pense que Merlier aura sa carte quand il y aura un sprint massif et qu'il va être protégé. Mais dès qu'on n'est pas sûr, dès qu'il y a un moment donné où on va devoir faire un choix, ce sera 200% pour Remco. De toute façon, en fait, ce qu'on voit de plus en plus sur les plus grosses courses, sur les grands tours, même les équipes, même Pogacar sera placé avec un train, au moins jusqu'aux 3 derniers kilomètres, mais maintenant c'est même peut-être jusqu'au kilomètre carrément pour éviter ne serait-ce que les chutes. Donc ça me choquerait pas qu'il y ait un seul train pour cette équipe-là et que pour le dernier kilomètre et demi, il y ait Van Lerberg et Merlier avec peut-être Casper Eenkorn s'il est là et Casper Pedersen qui se détachent de ce train-là. Ça me choquerait pas du tout parce que ça évite les chutes, ça permet à Remco d'être placé et à Tim de faire le sprint. Ouais, après, deux choses. Premièrement, tu l'as dit, Tim Merlier, actuellement, pour moi, meilleur sprinter du monde, et donc ne pas l'avoir sur le Tour de France, c'est très compliqué. Deuxièmement, la blessure de Mikel Landa sur le Giro change pas mal de choses, puisque aujourd'hui, le meilleur grimpeur de l'effectif, à part Remco Evenepoel, est Valentin Paré-Peintre, normalement avec Ilan Van Wilder. Maintenant, Ilan Van Wilder, pour moi, il n'a pas été très rassurant sur le championnat de Belgique. Il a pris l'échappée premier lâché devant d'autres coureurs comme Vincent Van Emelen, qui pour moi sont peut-être sur leur terrain, d'accord, mais malgré tout n'ont pas le même objectif. Et Vincent Van Emelen arrive dans un break, Ilan Van Wilder arrive sur son objectif principal de la saison. Donc il y a quand même une question à se poser. Psychologiquement d'abandonner. Rouleur aussi. Oui, c'est ça. Et puis Van Wilder est plus rouleur aussi. Quand même, c'est pas le meilleur grimpeur du monde, mais c'est un bon rouleur grimpeur quoi. Et donc pour moi là avec Cataneo, Van Wilder et Valentin Paré-Peintre, peut-être Pascal Eenkorn éventuellement qui passe un peu partout. Qui est-ce qu'on aurait pu rajouter à cette équipe Skakman qui peut éventuellement être là. Je pense que c'est l'homme qui sera le plus important pour Remco l'un des plus importants parce que c'est peut-être celui qui a le plus d'expérience dans ses équipiers parce que Valentin Paré-Peintre, on peut dire ce que l'on veut mais c'est quand même encore fort jeune. Van Wilder c'est le même âge que Remco, ok, il a de l'expérience aussi mais c'est pas non plus le coureur que l'on peut compter le plus sur lui. Et puis après, moi je trouve qu'il y a un gouffre, il y a plus rien après. Il va falloir se débrouiller un peu seul. Moi, il y a un coureur que j'aurais peut-être vu. Il a fait le Giro, mais il y a beaucoup de coureurs qui doublent et il a l'air hyper fort. C'est Ethan Hayter. Il a l'air, depuis qu'il a fini le Giro, au Tour de Belgique, après, avec le programme qu'il a eu après son Giro, on se doutait qu'il allait pas être présent, évidemment. Mais il n'aurait pas fait le Tour de Belgique, il n'aurait pas fait les 4-5 courses les 4-5 jours de course qu'il a fait depuis. Je pense que c'est défini depuis longtemps. Mais voilà, là, il vient d'être champion national en chrono. Il fait encore 4ème, je pense, de son championnat national en route. Il aurait fait le Giro puis coupé comme beaucoup le font. On a vu même chez Visma, il y a 3 coureurs qui le font. Pourquoi pas? Ouais, après, il y a un coureur qui pour moi a très bien roulé sur les classiques et que j'aurais bien mis, c'est Junior Le Serre. Mais le problème, c'est je crois qu'il a fait le Giro, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, il faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il a fait le Giro. Et donc, du coup, ça serait peut-être un peu trop pour son âge de faire les deux. Maintenant, voilà. J'aimerais bien juste faire le Giro. On n'a pas fait le Giro. Ça aurait peut-être. Mais moi, j'ai encore que. Et puis après, j'aimerais juste faire un parallèle avec l'équipe Bora parce que pour moi, c'est très en lien les deux. Mais vas-y, je te laisse. Je trouve qu'il y a un coureur qui manque peut-être dans cette sélection qui a fait le Giro aussi. Et c'est dommage de ne pas le faire doubler. C'est Knox. C'est un coureur qui. C'est peut-être celui pour moi dans cette équipe qui manquerait peut-être un peu à Remco sur ce Tour de France. Parce que il manque ce style grappeur, ce style comme il est. En plus, des fois, il me semble très fort. Donc, il sera peut-être pas le mec le plus constant, mais quand dans les moments importants, il pourrait être là, quoi. Ouais. Et donc, la comparaison que je voulais faire avec. Je suis d'accord avec toi, mais la comparaison que je voulais faire avec Red Bull Bora, c'est que pour moi, c'est un bon choix chez Quick-Step d'avoir pris une moitié de train
pour l'un, une moitié d'équipe pour l'autre. Et c'est surtout pas un aveu de faiblesse. Par contre, chez Red Bull Bora, j'ai un peu l'impression que le fait d'avoir pris Jordi Meus, Van Poppel, Van Dijk, Laurens Pitty, Moscon, et ça fait 5 coureurs à orientation plutôt plane et plutôt sprint, c'est quand même un aveu de faiblesse chez Roglic. Peut-être aussi l'importance de Lipovic qui commence à arriver, et donc du coup, pour lui dire, ben voilà les gars, on vous laisse tous les deux une carte, Vlasov en support. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette orientation de l'équipe Red Bull Bora? Je pense que déjà c'est important qu'ils aient mis Meus, on en avait déjà parlé, mais un peu comme Merlier, tu dis que c'est peut-être le meilleur sprinter du monde pour le moment. En tout cas, Meus n'est peut-être pas le meilleur, mais n'a jamais été aussi fort au niveau des sprints. Il gagne, il est en confiance, il a le meilleur poisson pilote peut-être du monde, en tout cas un des meilleurs, et qui en plus gagne en forme. Il vient d'être champion des Pays-Bas avec une force incroyable. Et c'est vrai que quand on regarde le train, Van Dijk, Pitty, c'est presque un train de rêve. Ils pourraient presque tous faire le lead-out. C'est assez impressionnant. Même si je pense que Moscon, ces dernières années, grimpe de mieux en mieux. Et pas mal en montagne. Après, c'est sûr, pour le pied du col ou un des premiers hommes. Mais ça fait presque 4 et 4 ou 4,5 et 3,5. Mais je pense que c'est plus ou moins ce que tu as dit en fait. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner avec Roglic. Je pense que le vrai leader sera Lipovic. En tout cas, ce serait le bon choix. Je ne vois pas pourquoi on ferait autrement. Et après, Vlasov, c'est gros point d'interrogation. Ouais, je vais dire, moi, la seule personne dont, quand je regarde la Startlist, que je me dis, je me sens pas du tout, c'est Vlasov. Bon, Roglic, j'ai du mal aussi, parce que je sais pas s'il aura récupéré de cette chute et de cet abandon. Et je pense que c'est un coureur qui a pas beaucoup de chance. À son âge maintenant, quand il doit faire une course, il doit être préparé au millimètre. Et donc j'ai du mal à voir que les planètes s'alignent pour ce Roglic, pour faire même ne fût-ce qu'un top 5 sur ce général. Donc c'est pour ça que pour moi, Lipovic doit être leader, pas faire la même erreur. Enfin, je pense que c'était pas une erreur, mais pas faire la même chose que sur le Giro en mettant tous sur Roglic. Je pense qu'on doit garder Lipovic. On est pas du tout dans une position de favori comme on l'était sur le Giro. On est dans une position de outsider, même pas outsider. Je pense que c'est même plutôt de surprise. Donc on doit laisser faire les autres équipes. On n'a pas besoin d'avoir 10 grimpeurs dans cette équipe. On doit avoir le moins de responsabilité possible. Maintenant, comme je le dis, Vlasov, c'est le coureur qui me pose le plus de questions. Alors que pourtant, c'est un coureur peut-être dans cette équipe qui a le plus de références en montagne. Je parle dans l'effectif global avec Roglic et Lipovic. Est-ce que les blessures des coureurs à répétition, la méforme des coureurs à répétition fait que on n'a pas eu le choix chez Red Bull Bora? Parce que c'est peut-être, on parlait tout à l'heure de chez Visma Lease a Bike, d'avoir une équipe qui était sûrement planifiée depuis le début de l'année, avec peut-être quelques petites altérations, mais que très peu. Là, chez Red Bull Bora, on a un peu l'impression qu'on a regardé l'état de forme des coureurs et on a dit, finalement, Jordi Meus, Van Poppel, vous marchez comme des avions. Lipovic, tu marches comme un avion. Est-ce qu'on va pas essayer de vous entourer le mieux qu'on peut? Ouais, mais non, parce que je pense qu'il y a quand même toujours meilleur grimpeur que Van Poppel, il y a toujours meilleur grimpeur que Jordi Meus, toujours meilleur grimpeur que Moscon. Mais vu que eux, ils ont la possibilité de faire des résultats que les autres pas. Je pense que c'est pas l'encadrer le mieux possible les grimpeurs, c'est plutôt qu'on a fait un choix de direction vers le pôle sprint parce que c'est la seule chose qui marche dans l'équipe. Lipovic c'est très fort, mais on n'a pas la qualité suffisante dans cette équipe autour des grimpeurs que pour pouvoir l'encadrer correctement. Donc autant encadrer quelqu'un qui peut faire des résultats que mal encadrer quelqu'un qui, on va pas servir à grand chose en montagne. Malheureusement, si t'as pas le niveau, tu peux rien faire d'autre. Et tandis que dans le sprint, je pense qu'il y avait des coureurs qui étaient compétents, que l'on pouvait promettre quelque chose. On n'a pas une assurance de résultats parce qu'on sait qu'un sprint, une chute très vite ça peut arriver, que c'est plus dangereux et qu'il y a un peu plus le facteur chance. C'est pas le niveau pur qui est dit à chaque fois, qui est marqué à chaque fois. Donc pour moi c'était important. Là où le seul que j'aurais pu remplacer pour moi, comme je disais, c'est Vlasov avec peut-être Van Kils. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que on n'en a pas encore parlé, mais une chute et c'est terminé. Avoir un leader, en tout cas un seul leader capable d'aller gagner et que des équipiers,
c'est risqué. Là, on le voit, Quick-Step le fait, Trek le fait aussi d'une certaine manière, même s'il y a moins d'équilibre, on en parlera après. Mais donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'équipes qui veulent jouer sur plusieurs tableaux, en tout cas sur deux directions totalement différentes, et tant mieux. Puis, si jamais, comme tu l'as dit juste avant, ils ont dit vous êtes en forme, on vous prend vous, c'est tout à leur honneur. Là où toutes les équipes font des stages, ou limite peut-être les sélections des grands tours se sont dit 6 mois à l'avance, j'exagère un peu, mais où tout est calculé, de dire on change un peu nos plans, vous êtes en forme, vous marchez, vous méritez d'aller au tour. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi je suis très content qu'il y ait Jordi Meus sur ce tour, et que l'équipe Bora, avec son statut, qu'elle ne défend pas très très bien depuis le début de saison, on va dire, mais avec son statut de plus grosse équipe du monde, enfin d'une des plus grosses équipes du monde, en tout cas en termes de budget, de venir quand même pour un classement général aussi. Ouais, et puis après, tu en parles de plusieurs options, mais les équipes comme UAE et Visma, dans le même domaine, elles ont toujours plusieurs options. On regarde Jorgensen, il va aussi faire le classement général. Almeida va aussi faire le classement général. Et donc jusqu'à présent, dans des équipes à budget de millions et de millions, on est obligé de jouer sur deux cartes, soit dans le même domaine, soit dans des domaines différents, puisque Remco n'a pas Landa, parce que Roglic et Vlasov elles ne sont peut-être pas au niveau, donc il y a Lipovic et Jordi Meus, et pourquoi pas Van Poppel aussi sprinter, parce qu'on sait qu'il passe un petit peu mieux les bosses que Jordi Meus, et donc du coup on a quand même très belles équipes. Ouais, vas-y. Là où je vous pose la question, donc on a parlé de deux équipes qui pour moi sont candidates au podium pour le Tour de France. En tout cas c'est ce que Remco Evenepoel nous a sorti dans la presse, que je pense Lipovic a montré les qualités sur le Dauphiné pour pouvoir l'être. Est-ce que vous pensez que l'une de ces deux équipes sera sur le podium ? Non, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi ça va être Almeida. Top 5 alors ? Je pense que ce sera un maillot blanc pour Lipovic. Ok. Et donc 4ème. 4ème ? Ouais. Podium c'est compliqué, moi je dirais aussi top 5. Après... c'est difficile c'est difficile de savoir à l'avance, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir Remco sur le podium. Mais allez, je vais quand même dire que Remco fera podium et top 5 pour Bora. Et donc, alors Remco aura le maillot blanc. Remco aura le maillot blanc. Ouais, moi je pense que Remco Evenepoel fera 5ème. Ouais. Et que Lipovic fera 4ème. Ouais, je suis comme toi. Et donc maillot blanc pour Lipovic. Ouais, et du coup, en fait, on a le même top 5, je pense. Ouais. Mais je pense que Remco Evenepoel, j'ai du mal à... Je pense qu'il a fait des progrès, mais je pense que tout le monde fait des progrès dans le cyclisme moderne. Et je pense pas qu'il aura le niveau que tout le monde aura autour de lui. Ouais, par contre, juste une chose, c'est que c'est l'année ou jamais pour Remco Evenepoel pour prendre le maillot jaune. Parce que le départ est plus ou moins dur, mais piégeux, mais normalement devrait être abordable pour Remco Evenepoel, cours de classique qu'il est. Très très bon chrono pour commencer dans la 5ème étape, si je me trompe pas, 5 ou 6ème étape. 6ème, je pense. Et donc du coup, après le chrono, il peut pas refuser le maillot jaune. Il l'a fait l'année passée, si je me trompe pas, à un moment donné où c'était à la place et c'est Carapace qui avait pris le maillot jaune. Là, il peut pas se mordre les doigts de jamais porter le maillot jaune, puisqu'il est quand même dans une génération spectaculaire, et donc ce serait quand même une super occasion pour Remco Evenepoel cette année. Combien de victoires d'étape pour Quick-Step? Il y a 2 chronos, donc je vais dire allez, une victoire d'étape sur le chrono, et ce sera tout, je pense, pour Remco Evenepoel. Pas de victoire de Tim Merlier? Ah si, pardon, j'étais trop basé sur Remco. Si, mais pour moi Merlier va avoir le maillot jaune la première étape. Okay. Donc pour moi il y aura 3 étapes pour... Je suis tout le temps sur 3 moi en fait, là pour l'instant. Ouais, toi moi je pense qu'il y aura beaucoup de concurrence au sprint sur ce tour. Merlier a l'air très fort, mais il faut que tout s'aligne. Donc je vais dire qu'il va gagner une fois. Je pense qu'il prendra le maillot jaune aussi. Et Remco gagnera le chrono, donc 2 étapes. Ouais, pour moi, 4 victoires pour Quick-Step, avec 3 victoires de Tim Merlier et une victoire de Remco Evenepoel. 4 étapes. Ouais, 4 étapes, et donc si je compte, ça fait 2 dans la première vidéo, 5 pour UAE, c'était 1 pour Visma, donc ça fait 6, 8, et donc ça fait déjà 12 étapes pour moi qui sont parties
Moi, je pense que je suis à 12 aussi. 12, donc du coup, je me réjouis de voir un peu ce Tour de France. Donc maillot blanc pour Lipovic, maillot blanc pour Remco Evenepoel. Un maillot Merlier pour le maillot vert ou pas du tout? Enfin, vous avez pas parlé du tout de Roglic, vous, c'est sûr que Roglic sera pas dans la course. Top 10, mais pas plus. Il fera comme top 10. Ouais. Ils vont courir avec 2 leaders pour moi. Bah pour moi aussi, mais Roglic, en fait, j'ai du mal à le voir assumer ce Tour de France. Après, comme j'ai dit, il me semble un peu plus fébrile quand il sera très fort, il est peut-être la deuxième semaine, parce que ça lui convient bien, des tours comme ça. Mais la troisième, j'ai du mal à le voir continuer sur la longueur. Donc pour moi, allez, je vais dire aussi dixième. Moi, je le vois perdre du temps lors de la troisième semaine. Donc, ouais, je dis top 10, top 15 entre les deux. Parfait. Ça a l'air je d'être pensais par que t'allais, dépit. je pensais que t'allais dire il va perdre du temps au début et donc prendre les échappées, mais ça m'étonnerait Ah quand non, même non, de sa non, part. non, ça, je pense Bah, qu'il après, je pense qu'ils vont Mais je rester le pense plus qu'il va longtemps. pas- il va pas réussir à prendre les échappées, c'est pas court. Non, mais je pense que. Ils vont rester le plus longtemps tous les deux au général. Mais puis je pense que mentalement, ce serait difficile pour lui de Passer de continuer leader, ouais. à passer de leader à quelque chose. Pourtant, c'est triste parce que il a tellement à apprendre à tellement, tellement Ouais. de jeunes coureurs. Et je pense que on est quand même fort sur la fin. Et je dénigre pas du tout le coureur. C'est quelqu'un qui m'a fait Et qui vibrer mériterait. et qui mériterait encore de gagner un Tour de France une fois dans sa carrière. Mais il y a tellement de moments où que j'ai en tête où quand il est pas pour la gagne, il est plus du tout dans la course. Donc j'ai du mal à croire ça. Ouais, et je pense que tellement que t'as cru que j'allais le voir dans les échappées, pas du tout. Et je le vois tellement pas dans les échappées que si je pense qu'il gagne une victoire d'étape, ce sera du groupe des favoris et qu'il est assez loin en fin de semaine et qu'il aura des jambes un jour, mais je le vois pas gagner partir en échappée même s'il est loin. Ok, parfait les gars. On continue avec deux équipes qui restent encore dans cette vidéo. Ce sera l'équipe Ineos et puis l'équipe Lidl Trek. Laquelle voulez-vous commencer? Ineos? Vous avez pas répondu à Bora, est-ce que vous voyez une étape-ci Ah non, c'est vrai. Moi je vois pas d'étape. Pas d'étape? Non. Moi non plus. Mais par contre, beaucoup de podiums de Jordi Meus. Moi je vois une étape de Jordimus. Ah bah top. On fera le compte de tes étapes à la fin. Hein. Si Ouais. t'en as plus de 21, Ouais. t'as perdu. Oh, je n'aurais pas plus, vous arrêtez pas de dire des nombres exorbitants. Ça marche. Alors, on parle de sprinter, Lidl Trek. Orienté autour de deux coureurs. Mathias Kelmoz pour le classement général, qui va être seul, ultra seul pour le classement général. Et peut-être le coureur le plus référencé au sprint avec Tim Merlier cette année. Jonathan Milan. Jonathan Milan. Ça va. Je pensais que vous avez. Ouais, voilà. Tu veux qu'on a Non, plus non, de non. 10? Jonathan Milan. Du coup, Jonathan Milan qui avec son train, avec Simone Consoni, avec Jasper Stuyven, avec Edward Theuns, avec Quinn Simons qui a fait un Tour de Suisse extraordinaire, avec Tom Squeens. Est-ce qu'il me manque quelqu'un? Thibaut Nys. Thibaut Nys aussi. Ouais, Ouais, pardon. ça, c'est- Je désolé. peux utiliser mon mot préféré pour définir cette équipe. Je trouve qu'elle est très sexy, cette équipe. Non, mais Moi, franchement, je trouve qu'elle est déséquilibrée. Ouais, complètement. Oui, totalement. Elle est Il n'y déséquilibrée. a pas besoin d'avoir autant d'hommes. Et Comme moi, je vais ça, vous je dire trouve. un problème. Vous savez pourquoi il y a un problème? C'est que Jonathan Milan, il va devoir faire rouler déjà un mec le premier jour. Donc, il va avoir une échappée le premier jour après 5 minutes. Qui va rouler chez Lidl Trek? Edward Theuns. Edward Theuns. C'est quand même fou. Il est quand même normalement Non. l'avant-dernier Non, homme. Squeens, à mon avis, Squeens. Non, Tom Squeens, il sera dans le train, sûr. Bah alors, du coup, c'est qui? Quinn Quinn Simons. Simons. Et donc, Quinn Simons, après Bah 2 ouais. minutes. Moi, Oui. Edward Theuns, peut-être. Et c'est après 5 minutes sur le Tour de France. Il va y avoir pour déjà. toi, Tuns est devant dans la hiérarchie. Normalement, que, ouais, que Stuyven. Non, que Stuyven. Mais que, Non, il y a- que il y a- Tom Squeens. Non, dans le lead-out, ouais. Dans le lead-out, c'est. À l'heure actuelle, dans les derniers sprints, c'est Milan, Consoni, Edward Theuns, Stuyven, Squeens. Ouais, mais le problème, c'est qu'on pourra pas avoir. Enfin, là, le problème, c'est que c'est tous des lead-out. Bah, c'est pour ça que c'est mal t'as défini. pas besoin cette équipe. d'avoir autant de monde que ça. Non. Il manque un team de Clerc là-dedans, par exemple. Oui, et tu vas pas mettre Thibaut Nys à rouler. Non, bah non, et tu vas pas mettre Stuyven à rouler. Bon, Donc, il reste- À un moment donné, il faudra. Par contre, je pense que Thibaut Nys, c'est l'exemple parfait d'un électron libre. Je pense Oui, qu'il oui, roulera et pas il y aura des électrons libres. Je pense qu'il y aura des hommes attitrés comme. Je pense que de toute façon, ils auront pas trop le choix. Consoni pour Jonathan Milan,
Quinn Simons et peut-être Edward Tuns pour le moment où il faudra rouler dans les étapes de montagne, etc. pour aider. Mais dans les moments chauds, je pense que Steven Après, aura quand sa on carte. voit les autres équipes rouler en montagne avec cette équipe-là, c'est que des gars très forts, mais c'est des sprinteurs ou c'est des gars Ah ouais, mais il y a personne non, qui mais passe. ce que je veux ça peut dire Il y a que 2 coureurs qui passent plus mais ou moins on les pas. boss. Enfin non, 3. C'est Squint, Snaith et Skelmos. Et puis Quinn Simons, dans les jours extraordinaires. il peut être bon. Hein. Mais est-ce que vous trouvez pas, d'ailleurs, pour revenir sur pour moi l'inéquilibre qu'il y a dans cette équipe, que Nice et Quinn Simons sont plus ou moins dans le même registre? non. Non, parce que. Enfin, si, en fait, si. Je te rejoins, mais je pense que Snace grimpe quand même encore mieux que Quinn Simons. Mais Quinn Simons a peut-être un plus gros moteur rouleur. D'accord, et deuxième étape, on arrive donc il y a une bosse. Il reste. Nice, 200%. Moi aussi. Pour toi, pas Et donc Quinn Simons va avoir un rôle d'équipier tout le long du bah, tour. il l'a déjà fait et je pense qu'il est déjà très heureux d'être là. Quand on voit son contexte du nombre de courses qu'il a cette année, du nombre de courses qu'il a l'année passée, le mec a même jamais eu plus que 50 courses sur une année parce qu'il a des problèmes par-ci, par-là. Si on le met sur le Tour de France, je pense qu'on a une assurance qu'il doit rendre quelque chose pour l'équipe. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour avoir cette place-là, lui, bah, on a dû lui mettre quand même sacrément la pression. Parce que il a gagné avec sa victoire. Hein. Bah oui, il Et avait. sur le Tour de Suisse en général. Je pense que oui, mais je pense qu'il était déjà dans la présélection quand même. Pour pouvoir être au Tour de France, tu dois avoir quand même une préparation qui doit être quasiment tip top pour être au Tour. Pour moi, il manque un Julia Bernard, un Tim de Clercq. Julia Bernard, je suis un peu déçu de ne pas le voir. Moi. Ouais, Je trouve qu'il devait y être. Autre chose que moi je voulais mentionner, c'est le niveau de Jonathan Milan. On le sait, c'est peut-être le coureur le plus rapide en vitesse pure. Mais sur les derniers événements, sur les dernières courses qu'on a vues, il a choisi des dénivelés assez redoutables sur le Dauphiné libéré. Des courses où il a été très vite mis en difficulté, même si on le savait au début de saison, c'était un coureur qui grimpait plus ou moins bien. En plus de ça, au sprint, il a été challengé par des coureurs qui sont peut-être pas les plus explosifs ou les meilleurs sprinteurs. Est-ce que vous êtes rassuré sur le niveau de forme de Jonathan Milan et Simone Consoni, qui l'air de rien n'a pas pu participer au lead-out parce qu'il était à bout de souffle lors des sprints massifs? Question hyper difficile, c'est parce que tu sais qu'on en a déjà parlé pour le Dauphiné, on était un peu déçus de son Dauphiné, même un peu à l'équipe entière de Lidl Trek, je trouve. Autant sur toutes les courses depuis le début de saison, ils étaient présents. Et c'est pour ça que j'ai du mal à les enterrer déjà maintenant, parce que je pense pas qu'ils sont en méforme, juste je pense qu'ils préparaient le Tour de France à 200%. Et donc j'ai du mal à... En fait, j'ai l'impression que Jonathan Milan n'est pas dans la surdomination qu'il a déjà eu par le passé, sur le Giro, même sur Tirreno qu'il a déjà eu, sur d'autres courses où il a montré qu'il était en forme. Je pense peut-être que c'est dû à une préparation différente. On prépare un grand tour, Tour de France, et je pense que Lidl Trek est parti en stage. C'est aussi une préparation qui est différente que plutôt les classiques et puis enchaîner avec le Giro. Et ici, là, il y a des coureurs qui ont besoin de courir pour pouvoir être en forme. Peut-être qu'il en fait partie. Et moi, j'ai du mal à le voir gagner directement au début du tour. Ouais, puis tu l'as dit, l'équipe qui est pas très bien équilibrée, mais qui est fort équilibrée justement du côté de Jonathan Milan, c'est prendre beaucoup de risques. Parce que peut-être que eux le savent, mais en tout cas nous en tant que uniquement suiveurs, on sait pas trop où il en est. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est même moins fort que l'année passée. En tout cas, il arrive un peu moins à concrétiser. Mettre 3/4 d'une équipe, mettre presque 6 mecs uniquement cantonnés à son service, c'est difficile. Après, si même ça ne va pas, on aura toujours un Stuyven, un Consoni, qui sont des gars très forts, mais si c'est pour dans les sprints aller concurrencer des Tim Merlier, des Jasper Philipsen et autres, ça me semble quand même difficile si ça va pas. Si ça va, tant mieux, et on dira bravo à Lidl Trek. Et ils ont, comme Hugo l'a dit, ils se ratent assez rarement. Ils ont fait un Giro incroyable. Toutes leurs courses depuis le début de saison est assez incroyable. Il faudra pas qu'ils se ratent. Non, après, où je suis d'accord et où j'étais très critique, c'est que oui, pour moi, il y a beaucoup trop d'équipiers par rapport au niveau de l'équipe sur Jonathan Milan, et surtout des équipiers du même registre. Par contre,
il y a quand même la carte Mathias Kelmoz qu'on n'a pas encore beaucoup abordée et la carte Thibaut Nys où je pense que là aussi un peu les mêmes types de courses qui vont leur convenir, le mur de Bretagne, il y a aussi la deuxième étape, etc. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a en cas de problème de Jonathan Milan, il y a des cartes de réserve. Mathias Kelmoz, quelles sont vos attentes pour lui? Moi, j'allais vous poser la question, est-ce qu'aussi on peut pas comprendre le choix de Lidl Trek? Moi non, je comprends pas qu'il y ait autant de coureurs. Alors, j'aurais mis 1 ou 2 coureurs grimpeurs en plus. Tao Gegenhardt pour moi. Oui, mais est-ce qu'on on a l'envie de miser à 200% sur Skelmoz? Je pense visiblement non. Non, oui, mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Skelmoz a montré... Alors oui, il a montré des qualités énormes sur la Vuelta l'année dernière, sur des courses, il est très fort. Mais est-ce que quand on a peut-être top 2 ou top 3 des meilleurs sprinteurs au monde à l'heure actuelle, en tout cas sur la saison en général, est-ce qu'on a envie de mettre la moitié de l'équipe sur Skelmoz qui potentiellement fait top 5 d'une Vuelta, mais sur le Tour de France, j'ai du mal à le voir top 5. Non, mais par contre, si tu regardes, tous les coureurs qui vont faire top 10 ou top 15 même, dans les 50 premiers, ils ont un mec avec dans les... Et ici, je suis désolé, mais dans l'étape, je crois que c'est la 17 ou 18 où ça arrive au col de la Lose, après le premier col, il sera tout seul. Qui est-ce qui sera avec lui? Tout seul. Et donc, imagine, il a besoin d'un bidon, il a besoin d'un vélo, il a besoin de... Et là, on parle, c'est pas grave parce qu'on joue pas la gagne. Je pense pas Skelmoz, sauf grosse surprise, ne jouera pas la gagne. Mais, par contre, il va se retrouver à aller lui-même à la voiture chercher son bidon alors qu'il est chez Lidl Trek, qui est peut-être une des meilleures équipes du monde. Et ça, pour moi, il manque un coureur avec lui dans les 40 derniers coureurs. Et surtout que je pense que s'il est aligné, c'est pas pour rien. Il a plus couru depuis Liège-Bastogne-Liège. Il a juste couru la semaine passée et il a gagné. Donc un peu pour l'interrogation, il a couru une fois, il a l'air fort. Confiance doit être à 100%. Il est en stage. C'est qu'il doit très bien marcher. Et c'est vrai que là où c'est légitime qu'on se pose la question, parce que il marcherait pas du tout, il aurait beaucoup roulé, on aurait un peu des points de repère, des résultats, mais là, on n'a pas trop de points de repère. Le seul qu'on a, c'est qu'il n'a pas roulé depuis 2 mois, à part une course qu'il a gagnée. Donc ça nous donne, enfin en tout cas moi, si je dis assez basiquement, j'ai envie de dire qu'il marche. Et puis après, les deux coureurs que pour moi pourraient l'entourer un tout petit peu, ils marchent très fort. Kamna, il marche très très fort je trouve, et Tao Gegenhardt, il marche très très fort aussi. Alors je dis pas qu'il faut prendre les deux, mais au moins un des deux, ça aurait été mérité. Après je pense qu'ils se retrouveront tous les deux sur la Vuelta. Et après, tant mieux pour eux, puisqu'ils auront un rôle plus libre. Mais maintenant, c'est dommage pour Mathias Kelmoz. Classement de Mathias Kelmoz 9e. Moi, je vais être positif, même s'il est seul, je vais dire 7e. Parce que c'est quand même un coureur avec beaucoup de qualité. Ouais, 6 pour moi. 6e. Ouais, pour moi, il est derrière ce classement des 5. Et tout seul, comme tu l'as dit, dans les équitables montagne. C'est ça qui me frustre. En fait, il roule très très bien chrono. Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis frustré qu'il n'y ait pas cet homme que tu dis là qui manque, en fait. Parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir autant d'hommes derrière pour Jonathan Milan. Parce que la seule chose qu'on se met, c'est une pression en plus, en fait. Ouais, après... Quand je regarde, je vois pas qui pourrait aller. Je vois Ben O'Connor, pour moi, ce sera moins fort. Et je les trouve très décevants depuis le début de saison. Roglic sera derrière. Chez Ineos, on va en parler tout de suite. Et tu mets pas un Visma devant lui? Autre que. Pour moi, Jorgensen, c'est top 10, mais pas top 5, tu vois. Et alors, du coup, il me reste encore. Il me reste Carlos Rodriguez pour l'interrogation. Et puis, il y a encore. Dunbar. Ouais, non. Enfin voilà, après on ne fera pas la liste, mais je pense qu'on pourra en parler. Et voilà, pour moi c'est très limité le nombre de coureurs qui peuvent aller. Là, Oscar Only. Voilà, on en parlera dans la vidéo suivante. Ça, on a encore le temps. Mais voilà, en tout cas, 7ème alors du coup. 7ème, parce que Only sera mon 6ème. Victoire d'étape J'ai une ou deux, mais moi je dirais une et de Thibaut Nys. Je vais te copier, c'est notre rêve à tous. On a couru tous les deux avec Thibaut qui est de notre génération. Et je me répète tout le temps à chaque fois qu'on parle de lui, mais son programme est magnifique à chaque fois. Il est aligné sur les courses, il en fait jamais trop peu. À chaque fois qu'il est aligné, il gagne. Il a gagné en point 2 au World Tour. Je pense qu'il fait le tour au bon moment, je pense qu'il est prêt.
Et je pense qu'il gagnera une étape, une très belle étape. Et j'espère que ce sera au Mur de Bretagne, même s'il y aura beaucoup de concurrence. Je pense aussi. Mais je reviens aussi une dernière fois sur je lui. peux dire juste, moi je pense que Jonathan Milan va quand même en gagner un. Et ce sera après le Tour sur les Champs-Élysées, puisque son stage en altitude fera le bon effet à ce moment-là. Voilà. Ouais, mais je pense que, pour revenir sur Siboney, il y a un coureur similaire qui sont plus ou moins le même âge, c'est Vasech. Et je trouve qu'il a fait le meilleur Giro possible. Et je pense qu'ils vont un peu faire une préparation similaire. Il va le copier et il va être peut-être le mec le plus fort. Peut-être qu'il va pas gagner à chaque fois parce que là on est quand même sur le Tour et c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il a les capacités de pouvoir aller gagner sur les grands tours, les 3. Mais ici sur le Tour de France c'est le plus dur à gagner. Mais quand il se prépare une course, souvent il gagne. Quasiment chaque course à étape qu'il a fait, il a gagné. Donc pour moi ça reste une valeur sûre sur la préparation en tout cas. Donc pour ça que je le mets vainqueur. Ok, maillot subjectif. Je reviens aussi sur ça. Pourquoi pas pour Thibaut Nys le porter, j'ai pas dit le gagner. Parce que... le maillot jaune. Non, le maillot à pois. Ok. Parce que... Pardon, je vais pas le préciser. Parce que si Skelmos va avoir peut-être un peu d'aide à un moment donné, il va falloir que Nys anticipe. Et pourquoi pas prendre des points en passant les sommets d'école avec les meilleurs des échappés. Ouais, pour moi, aucun maillot. Moi non plus. Ok, parfait. Dernière équipe pour cette vidéo qui commence à devenir longue et donc désolé, mais on va aller vers Ineos Grenadiers. Et là, l'équipe n'est pas encore complète. On a l'expérience de Michal Kwiatkowski, on a le rouleur Filippo Ganna et qui pourrait peut-être être le seul grand concurrent au niveau du contre-la-montre pour Remco Evenepoel. On a Carlos Rodriguez, le coureur qui a peut-être le plus d'expérience dans le peloton, Geraint Thomas qui fait son dernier grand tour, Timen Arensman, Lorenz de Plus et Tobias Foss. Il reste encore un coureur à déterminer. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Ineos Grenadiers qui semble très forte, très montagneuse, à part finalement Filippo Ganna. Et donc, du coup, je trouve qu'on parlait de balance, un problème de balance chez Lidl Trek entre tous les secteurs. Ici, la balance est super bien définie. Je pense qu'il y a des coureurs un peu pour tous les terrains. Il n'y a pas de sprinter, ça c'est sûr. Mais on a quand même... Je trouve qu'on retrouve l'expérience d'une équipe qui a l'habitude de faire des classements généraux. Ouais, puis on a quand même ce trident, Carlos Rodriguez, qui était peut-être, il y a depuis quelques années, celui qu'on disait comme le 3-4e homme pour le classement général des grands tours du Tour de France. Il a été un peu décevant dans ses derniers résultats. Puis comme tu l'as dit, on a l'expérience de Geraint Thomas qui malgré son âge reste toujours là, très fort. À Timen Arensman qui est plein de talent. Puis ils sont bien accompagnés avec deux gars très bons rouleurs et très bons grimpeurs comme Tobias Foss par exemple. On a vu ce que Ganna pouvait faire il y a déjà quelques années maintenant sur le Giro, même en montagne. En haute montagne évidemment que non, mais sur les pieds d'école etc. pour aider, il est très important pour remonter des bidons, pour protéger dans les finales quelqu'un de la carrure de Ganna. Et puis faut pas oublier que depuis quelques temps Ganna aime bien de temps en temps se frotter à un petit sprint quand il n'y a pas les purs sprinteurs, donc faut quand même y penser parce qu'à chaque fois qu'il est présent il essaye, en tout cas c'est ce que je vois, donc très belle équipe. Ouais, très belle équipe qui fait une super saison en général on va dire par rapport à d'où elle vient. Maintenant, j'ai un peu du mal à voir ce qu'elle va aller chercher. Peut-être une victoire d'étape ou l'autre. Mais je pense que le classement général, on vise plutôt la deuxième partie du top 10. Au niveau des victoires d'étape, il faudra aller vraiment chercher un exploit. Ganna, je pense pas qu'il va battre Remco Evenepoel. Et donc, du coup, pour moi, c'est une très belle équipe qui va faire être présente tout au long de l'année, la semaine. Ils vont sûrement être très agressifs comme ils ont été depuis le début de saison, mais pour moi, ça va être chou blanc que ce soit au classement général, que ce soit au niveau des étapes. Il manque un coureur, donc comme tu l'as dit, il manque encore de la sélection. J'ai un coureur que Axel Laurence. Ouais. En fait, je pense que c'est un coureur qui va être ajouté à la fin parce qu'il était déjà au Dauphiné, je pense. Il était fort. Il me semble en forme, c'est un Français en plus, donc c'est très important pour lui. 8ème de Liège-Bastogne-Liège. Et je pense qu'il ne peut qu'apporter du positif dans cette équipe. On peut lui donner sa carte sans sacrifier trop d'hommes pour lui.
Et donc, il sent bien la course. Il grimpe plutôt bien pour quelqu'un de sa trempe. Je pense que il peut amener que du positif. Donc, pour moi, ce sera le dernier homme de Et victoire d'étape? Non. Non. Classement général? Oui. Mais... Quelle place? La deuxième partie du top 10, mais laquelle je vais pas sixième, mais je sais plus ce que j'ai dit, je pense que j'ai dit 7 et donc je vais dire 8. Alors. Ok, bah moi Derrière aussi, Gall. c'est Juste derrière 8-9. 8-9, allez, je dirais 9. Bah, Pas de victoire. j'ai dit 7, donc je vais vous copier, je vais dire 8 aussi. Pour le dernier homme, j'aurais bien aimé aussi voir Laurence. Mais je pense que ce sera plus un gars genre Young Girls, Ouais. qui a pas fait le Giro, Champion national du chrono. qui vient d'être champion national de son pays pour la xème fois, et qui correspond bien à cette équipe de grimpeurs, rouleurs-grimpeurs comme il est. Donc je le verrai bien dans la sélection. Un coureur que je trouve dommage, non, c'est pas dommage de pas le mettre parce qu'il est très jeune mais il marche très très fort. Et tu sais bien, Noah, que j'aime bien le coureur, c'est Watson. Je pense qu'il a pas besoin de vraiment avoir beaucoup de monde pour lui et il est très vite, il a des très bonnes qualités de rouleur. Je pense qu'il peut apporter énormément dans l'équipe et en plus il est champion national. Donc je pense que ça serait vraiment positif de le mettre, mais je pense que Laurence aura plus de poids dans sa balance, donc je pense que ce sera lui. Moi, je pense que ce sera peut-être Watson. Mais en tout cas, les deux me plaisent et je pense que ça permettrait d'avoir une alternative. Et encore une fois, peut-être dans un sprint massif, c'est peut-être un peu trop court. Mais par contre, dans une arrivée, j'ai vu quelques étapes sur la fin de la deuxième semaine où on peut aller chercher un peu des débuts d'étapes un peu durs, mais pas trop. Et puis finalement, on peut avoir soit un groupe d'une cinquantaine ou une soixantaine à la fin, ou un groupe d'une dizaine qui est sorti. Bah voilà, pourquoi pas un petit filou comme ça. Dans tous les cas, ce sera un gagneur qu'il faut. Et je pense que les deux seuls gagneurs purs de l'équipe, c'est Laurence et Watson, je pense, qui manqueraient. Les gars, un maillot d'ailleurs, pas de maillot. Pas de maillot. Pas de maillot. Eh ben c'est super d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Vraiment longue vidéo, plus d'1 heure je pense. Donc merci à vous de nous suivre sur chaque épisode. On vous retrouve très très bientôt avec le reste de la start list et surtout les surprises qu'on attend sur les prochains jours sur le Tour de France. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux, Instagram aussi, où vous allez avoir pas mal de contenu, surtout sur les premiers jours du Tour de France. Et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.